Et si je te disais que tu bois déjà de l'eau purifiée issue d'eaux usées? Non, ce n'est ni une blague, ni une lubie futuriste. À Singapour, en Californie et même en France, on réinjecte dans le réseau d'eau potable de l'eau qui a déjà transité par les canalisations. Mais est-ce vraiment sûr? Et surtout, arriveras-tu à franchir le cap psychologique et à la boire? Découvrons ensemble comment fonctionne cette technologie hors du commun. Et pourquoi l'avenir de l'eau potable n'a rien à voir avec ce que tu imaginais? Pas de science-fiction, c'est bel et bien la réalité, et elle contribue à résoudre le problème mondial du manque d'eau. Mais comment fonctionnent ces systèmes? Sont-ils vraiment fiables? Et surtout, peut-on accepter de boire ce qui, autrefois, partait dans les égouts? Allez, on plonge dans le sujet. Ici, la vedette s'appelle Direct Potable Heureuse. C'est une technologie de purification qui réinjecte les eaux usées traitées dans le circuit d'eau potable. Concrètement, l'eau que tu as utilisée pour ta douche ou chassée dans les toilettes peut redevenir parfaitement potable après une série d'étapes de purification renforcée. Est-ce sans danger? Oui, et même plus encore. Les contrôles sont si stricts que, dans bien des cas, cette eau est plus propre que l'eau du robinet classique. Singapour est l'un des pionniers en la matière. Dès 2003, la cité-État a lancé NeWater, un système de recyclage des eaux usées qui sert autant à l'industrie qu'à la consommation. En France, la ville des Sables-d'Olonne a instauré un projet novateur permettant de transformer les eaux usées en eau potable. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie locale, visant à garantir un approvisionnement durable et à limiter la dépendance aux sources traditionnelles. Au Texas, en Californie et en Arizona, aux États-Unis, on trouve déjà des usines capables de rendre l'eau des égouts potable. À Los Angeles, on compte même couvrir 30% des besoins municipaux grâce à l'eau recyclée. La première étape pour transformer des eaux usées en eau potable, c'est le pré-traitement. À ce stade, on élimine les déchets solides, le sable, les graisses et autres particules organiques volumineuses. Comment ça marche? Quand les eaux usées arrivent à l'usine, elles passent à travers des grilles mécaniques et des tamis, des structures métalliques aux fentes étroites, de 3 à 10 mm, qui retiennent les objets plus gros. Bouteilles en plastique, lingettes, sacs, feuilles, voire de petits articles tombés par accident dans la cuvette. Et ensuite, tous ces déchets sont dirigés par tapis roulant vers l'incinération ou un centre de traitement. L'étape suivante, ce sont les désableurs. On y laisse se déposer le sable, le gravier, les éclats de verre et les particules métalliques. Pourquoi? Parce que ces matières peuvent endommager les installations ou obstruer les canalisations lors des phases ultérieures. Dans ces bassins, le flux de l'eau ralentit, laissant tomber au fond les particules les plus lourdes. Souvent, l'eau usée contient également des graisses, des huiles et des lubrifiants, résidus de cuisine ou rejets industriels. Pour les extraire, on utilise des bacs spéciaux où de fines bulles d'air sont injectées, faisant flotter les graisses à la surface. Puis, une racleuse vient les récupérer pour les envoyer au traitement ou à la destruction. Dernière étape du pré-traitement, les bassins de décantation. L'eau y stagne pendant quelques heures, voire une journée entière. Les particules organiques lourdes sédimentent, tandis que les matières plus légères remontent. Les boues qui se forment au fond sont raclées par des systèmes motorisés et peuvent être valorisées, par exemple pour produire du biogaz. Quant à la couche de surface, elle est collectée pour être filtrée ou éliminée. Après cela, l'eau est loin d'être parfaite. Mais elle est délestée des principaux polluants et devient prête pour l'étape suivante. Le traitement biologique, où bactéries et micro-organismes se chargent de digérer ce qui reste d'organique. Le flux qui n'était hier qu'une eau usée
chemine maintenant à travers un réseau complexe de canalisation et de cuves. Débarrassée des plus gros déchets, du sable, des graisses et de la majeure partie des résidus organiques, elle arrive à l'étape magique, la microfiltration. Ici, pas de simple filtre à haute cuisine. On parle de membranes ultra fines, semblables à un tamis microscopique, dont les pores sont des milliers de fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Leur taille, entre 0,1 dixième de micron et 0,01 micron. À titre de comparaison, une bactérie d'environ 1 micron ne passera même pas, et la plupart des virus se retrouvent aussi piégés. L'eau, elle, glisse sans difficulté, laissant la menace de l'autre côté de la barrière. Les membranes de microfiltration se présentent sous forme de longs tubes ou de plaques, où l'eau est poussée sous haute pression. Elle ne fait pas que goûter. Elle traverse des millions de microcanaux. Le système peut épurer des milliers de litres par heure, mais nécessite souvent une pression entre 4 et 5 bars pour forcer l'eau à franchir ces filtres. Une fois passée par là, l'eau semble cristalline, mais les scientifiques veulent une pureté absolue. L'étape suivante est l'osmose inverse, qui va retirer les sels dissous, les minéraux et les plus petits polluants restants. Après la microfiltration et l'osmose inverse, l'eau est déjà débarrassée des particules, des bactéries et de la quasi-totalité des impuretés. Mais ce n'est pas encore suffisant pour la rendre irréprochable. Il faut une désinfection finale. De puissantes lampes émettent des rayons ultraviolets à 254 nanomètres, détruisant en quelques secondes l'ADN et l'ARN des bactéries, virus et parasites. Ces réacteurs UV peuvent traiter jusqu'à 10 000 litres par heure. Et le gros avantage? Les ultraviolets ne laissent aucune trace chimique, préservant le goût et la composition de l'eau. Ensuite, pour éliminer les virus, les résidus chimiques et même les odeurs indésirables, on expose l'eau à l'ozone. 50 fois plus puissant que le chlore, l'ozone neutralise la plupart des micro-organismes et oxyde jusqu'aux traces de pesticides ou de produits pharmaceutiques. Tout cela prend moins d'1 minute, après quoi l'ozone se décompose de lui-même en oxygène. L'association UV-ozone garantit ainsi une eau plus pure qu'une eau de source. Mais le véritable défi reste psychologique. Boire ce qui était jadis évacué paraît répugnant pour beaucoup. On appelle ça le yuck factor. Pourtant, qui sait? Dans 10 ou 20 ans, c'est peut-être cette eau-là qui coulera de ton robinet. Et tu ne remarqueras même pas la différence. Feu froid, eau sèche, vent immobile. Vous allez me dire, mec, t'as perdu la tête ou quoi? Et non. Aujourd'hui, on parle de la glace sèche. Vous vous êtes déjà demandé comment on fabrique ce truc, ou même ce que c'est vraiment? Vous saviez que c'est produit à une échelle dingue? Allez, je vous embarque dans le délire. On y va. La glace sèche industrielle, c'est du dioxyde de carbone solide. Ouais, ce gaz qu'on expire tous les jours. Il gèle à moins 78,5 degrés Celsius, un froid de malade. En gros, le dioxyde de carbone, c'est ce qu'on souffle, ce que les plantes bouffent pour nous refiler de l'oxygène. Et rebelote. Ça sort aussi quand on brûle du carburant, quand la bière fermente, ou dans vos sodas pétillants. Si vous refroidissez ce gaz à bloc et que vous le compressez, il devient liquide. Et si vous relâchez la pression d'un coup, bam, ça se transforme en glace sèche. Pas de fonte, pas de flaque, ça s'évapore direct dans l'air. Magique, non? On l'utilise partout. Médecine, transport, bouffe, et même pour des effets peu spéciaux.
grâce à sa capacité à refroidir en un clin d'œil et à disparaître sans laisser de traces. En médecine, c'est le roi pour garder les vaccins, les organes pour les greffes, ou les médocs au frais. Vous avez entendu parler de la cryothérapie? Genre, soigner les verrues avec du froid? C'est ça. Pour la bouffe, ça transporte la viande, les fruits de mer, les glaces. Tout ce qui doit rester gelé sans frigo branché. En logistique, c'est le plan parfait pour livrer du froid sans électricité. Dans l'industrie alimentaire, on le glisse dans les boissons gazeuses pour faire les bulles. Et ça refroidit aussi les produits pendant la fabrication. Et les spectacles, alors? Ce brouillard blanc épais sur scène ou dans les films, avec la fumée qui coule d'une fiole. Ouais, c'est la glace sèche, mec. Visuellement, ça claque grave. Fabriquer de la glace sèche, c'est pas une blague de cuisine. Ça se passe dans des usines cryogéniques, des monstres industriels. Ces usines occupent entre 5 000 et 20 000 mètres carrés. Imagine 10 à 40 terrains de basket. Au milieu trônent des réservoirs cryogéniques, des cuves métalliques géantes, jusqu'à 15 mètres de haut, capables de stocker de 20 à 100 tonnes de dioxyde de carbone liquide. Il y a un léger bourdonnement dans l'air, les compresseurs et les presses qui tournent à fond. Les réservoirs crachent le gaz dans des tuyaux énormes. Direction les machines de pressage. Ces bêtes avalent jusqu'à 500 kg de glace sèche par minute. Incroyable, non? Quand le dioxyde de carbone liquide jaillit du réservoir et se détend d'un coup, il gèle instantanément. Ça fait une sorte de neige sèche, toute légère. Une nuage de vapeur blanche s'élève au-dessus des presses hydrauliques, qui écrasent ce neige en briques ou en petits granules bien compacts. Les tapis roulants défilent sans arrêt, transportant des blocs glacés à travers des tunnels froids où la température reste sous moins 40 degrés, histoire que ça s'évapore pas trop vite. Sur certaines lignes, des machines automatiques découpent les grosses plaques en morceaux ou les transforment en billes de quelques millimètres. Les emballeuses, elles, bossent à la vitesse éclair. Elles remplissent des conteneurs thermiques avec des doses précises, des paquets d'1 kilo jusqu'à des caisses de plusieurs centaines de kilos. Les machines scellent tout hermétiquement pour limiter l'évaporation. En 1 heure, une usine peut sortir jusqu'à 5 tonnes de glace sèche. Et tout ça dans un brouillard blanc qui flotte autour, un peu mystique, un peu futuriste. Comme je disais, dans les zones de pressage et d'emballage, ça caille sévère, moins 40 degrés. Les mecs qui bossent là-dedans sont sapés comme des cosmonautes. Combinaisons isolantes pour bloquer le froid, gants thermiques parce que toucher la glace sèche, ça brûle direct. Lunettes et masques pour pas choper une irritation des yeux ou des poumons. Et des chaussures épaisses, histoire de pas geler les pieds sur le sol métallique. Avec toute cette vapeur qui traîne, les ventilations tournent à plein régime pour garder l'air respirable. Les gars bossent en shift court, alternant entre le froid polaire et des pauses dans des salles chauffées. Faut pas déconner avec ça. Beaucoup de trucs sont automatisés pour limiter les risques, mais même avec tout ce matos, bosser là-dedans, c'est pas pour les fragiles. Faut du mental et respecter les règles à la lettre. Mais d'où ils sortent tout ce dioxyde de carbone? Sérieux? Vous allez me demander. Pas besoin de courir dans les bois avec un filet. En fait, ils le récupèrent comme déchets d'autres industries.
genre la fabrication d'ammoniac ou d'engrais. Écolo, non? On recycle un gaz qui existe déjà, pas besoin d'en produire plus. Les grosses sources, c'est les usines d'ammoniac, les brasseries où la bière fermente, les raffineries de pétrole ou les cimenteries. Au lieu de balancer ce dioxyde dans l'atmosphère, ils le capturent avec des systèmes spéciaux. Ensuite, ils le filtrent, le sèchent pour qu'il soit nickel, puis ils le compriment sous haute pression pour le rendre liquide. Et pour le compacter encore plus, ils le refroidissent à moins 20 degrés. Bref, ça réduit les gaz à effet de serre tout en créant un truc utile. Petit fun fact, on appelle ça glace, mais ça fond pas. La glace normale, elle devient de l'eau. La glace sèche, elle, passe direct en gaz. Ça s'appelle la sublimation. Pas de flaque, juste pouf, disparu. La glace sèche, c'est top pour conserver la bouffe. Mais attention, c'est pas un jouet. Si vous l'avalez ou respirez trop de vapeur, ça peut partir en vrille, brûlure ou asphyxie au menu. Il y a eu des cas où des potes ont voulu faire les malins en balançant de la glace sèche dans une piscine. Résultat, quelques-uns y sont restés. Et si vous la touchez sans gants, bonjour l'engelure. Bref, cette substance, c'est un truc de ouf, plein d'utilisations. Mais faut la manier avec respect. Alors, vous en pensez quoi? Plutôt cool, non?